Tu le sais déjà, mais Shutter Island, c'est un thriller psychologique réalisé par Martin Scorsese et basé sur le roman de Dennis Lehane. À ce moment-là, on est dans les années 50. Deux marshals américains, Teddy Daniels et Chuck Hall, viennent enquêter sur la disparition d'une dénommée Rachel Solando. À leur arrivée sur l'île, grosse ambiance, clairement. L'accueil est glacial, Teddy bloque sur tout le monde, on voit la femme qui fait flipper, mais l'enquête peut enfin débuter. Rapidement, Teddy et Chuck se rendent compte que personne ne leur dit vraiment la vérité. Rachel se serait évaporée de sa cellule, son psychiatre est en vacances, la tempête n'aide personne et cerise sur le gâteau, l'accès à son dossier est refusé. Au cours du film, Teddy est victime de crises de migraine assez fortes et même de plus en plus fréquentes. Son passé devient relativement intrusif et il fait de l'enquête une affaire très personnelle. Heureusement, l'enquête a l'opportunité de rebondir suite au ravage de la tempête. Cette dernière a fait sauter des mécanismes de sécurité et nos deux compères s'aventurent dans le bâtiment C. Teddy rencontre alors George Noyce et tout bascule. Le personnage de Chuck meurt au sens figuré, Teddy retrouve la vraie Rachel dans une grotte et les théories du complot déferlent. L'hôpital d'Ashcliffe serait en fait un laboratoire réalisant des expériences médicales douteuses et des lobotomies sur ses propres patients. Bref, Scorsese donne enfin au spectateur ce qu'il attendait depuis le départ. Le film avance, dans le phare Teddy revit la scène de l'horreur et reprend connaissance sous le nom d'Andrew. Ouais, Andrew Laidis. Le spectateur est alors témoin de sa phase d'acceptation. Andrew reconnaît avoir tué sa femme Dolores après qu'elle ait noyé leurs 3 enfants. Le choix thérapeutique du docteur Collet semble avoir porté ses fruits. Andrew, anciennement Teddy, a renoué avec la vérité. À la fin du film, Andrew se fait lobotomiser et nous, spectateurs, on s'est fait soulever. Les éléments de l'environnement ont un sens, à savoir l'eau, le feu, le brouillard et la tempête. Le film débute par la scène du bateau qui fend le brouillard. On peut interpréter ça comme étant le réveil d'Andrew. Le jeu de rôle démarre, Andrew part en quête de lui-même et ce, au travers du Marshal. C'est un homme qui va découvrir la vérité se cachant derrière un voile de fumée. En gros, il devrait déduire sa propre identité / folie au travers de ses talents d'enquêteur. L'eau, quant à elle, occupe une place très importante au sein du film. Elle symboliserait les traumatismes du protagoniste, la noyade de ses enfants et tout simplement la réalité à laquelle il ne peut se confronter. Toujours dans le bateau, Andrew a le mal de mer. Est-ce vraiment le mal de mer qui provoque cette réaction? Ce qui le rend malade, c'est peut-être le fait d'être entouré d'une eau à laquelle il ne peut échapper. Ou alors il s'agit des drogues que l'hôpital lui a filées pour l'amener jusqu'ici et je vais beaucoup trop loin. Ouais, peut-être ouais. En attendant, ce mec a un vrai truc avec l'eau. Dans cette scène, une patiente nommée Miss Kearns boit un verre d'eau. Ok, bon, rien de spécial. Mais comme tu peux le remarquer, il n'y a pas de verre d'eau. Il ne s'agit pas d'un faux raccord, nous vivons la scène au travers des yeux d'Andrew et c'est ça le réel problème. Andrew a une aversion de l'eau si puissante suite à la noyade de ses enfants qu'il ne voit pas le verre tant qu'il est plein. Une fois que ce dernier est vide, bingo, le verre apparaît bien. Et tout compte fait, il s'agit même d'un indice que Scorsese nous partage pour faire état de la santé mentale d'Andrew. Ouais, Andrew, il est pas tout net et a une vision distordue de la réalité. Le feu correspond au déni d'Andrew, à la désillusion, ce mensonge lui apportant chaleur et réconfort. Le feu accompagne de très nombreuses scènes, notamment celle où il délire complet. Au cours de cette scène, l'appartement brûle et sa femme part en cendres. Tout n'est que mensonge, sauf l'eau au niveau de l'abdomen de Dolores. L'appartement a bien brûlé, mais le cœur de l'intrigue repose dans les bras même d'Andrew. Plus loin dans le film, on met enfin un visage sur Laidis. Ce mec est supposé être l'ennemi juré du vrai Andrew et devinez quoi, il le laisse allumer sa clope. Pour rappel, le mec est un pyromane qui a tué sa femme et 3 enfants. Quoi qu'il en soit, c'est une manière de montrer qu'Andrew accepte que Laidis alimente sa réalité fictive. En gros, il continue dans sa connerie. Les mensonges atteignent leur point culminant au moment des brainstorming sur les théories du complot avec Rachel. Si tu regardes bien, le feu est souvent présent entre Rachel et Andrew. C'est un rappel que notre compère est en plein délirium. Bon allez, un petit dernier pour la route, quand George Noyce lui expose toute la vérité au bâtiment C, Andrew refuse d'y croire et il continue de craquer son allumette. Les explications de Noyce sont pourtant très claires, mais la faible lueur de l'allumette empêche encore Andrew d'y voir plus clair. Si t'as bien suivi, on va maintenant parler de la tempête. J'ai l'impression que la tempête est sujette à débat. A-t-elle réellement eu lieu ou est-ce une nouvelle fois le fruit de l'imagination de notre Marshal? Si elle a bien existé, pourquoi le docteur Collet la mentionne-t-elle parmi la liste des éléments connus de la réalité d'Andrew? Selon des théories provenant du livre, elle serait en fait attendue par le docteur Collet pour organiser l'exercice. Bon, j'ai pas lu le livre, mais ça permet en passant d'isoler Andrew du reste du monde. Il est à présent impossible pour lui dans son délire de Marshal de reprendre le ferry pour quitter l'île ou bien de contacter le monde extérieur à cause des problèmes de communication. Dans une scène, nous voyons même Chuck sauver la vie d'Andrew lorsqu'un arbre allait s'abattre sur eux.
Quoi qu'il en soit, qu'elle existe ou pas, la tempête symbolise le chaos émotionnel vécu par Andrew. Au cours du film, il va être arrosé de flashbacks caractérisés par les éclairs, mais aussi arrosé d'eau et donc de vérité. À la fin du film, le voile du mensonge est levé, nous avons donc un plan caméra sur un paysage apaisé. On a les anagrammes montrés dans le film qui correspondent à la loi des 4, mais moi j'ai envie de te montrer d'autres jeux de mots et anagrammes pas forcément validés. Je vais pas les prononcer, alors les voici à l'écran. En poussant le vice un peu plus loin, on peut les classer en 2 catégories. Il y a ceux qui nous apprennent rien, voire très peu, et puis ceux qui soutiennent les théories du complot. Tout ça c'est bien beau, mais on n'en apprend pas non plus des masses, à part que c'est un film à libre interprétation. Le spectateur peut inculper Andrew, tout comme il peut inculper l'hôpital. En gros, tu regardes le film dans le sens que tu veux, j'ai beau te jeter dans la figure tout ce que j'appelle des preuves, mais en réalité, ça ne prouve rien. Tant qu'on est sur les anagrammes, je vais te parler du directeur. En anglais, ça se dit Warden, et quand il ramène Andrew dans sa voiture, le Warden prétend le connaître et insinue que tous deux sont des hommes violents. De son côté, Andrew essaie de contrer ses arguments pour montrer qu'ils sont différents. C'est plutôt marrant car Andrew et Warden sont 2 anagrammes. Il est alors vrai que l'un dans l'autre, ils se ressemblent. Bon, j'arrête de t'embrouiller, mais avant, ces 2 détails sont tout aussi intéressants. J'ai un petit peu cherché pour celui-là, mais Shutter Island, ça sonne très proche de ça, qui veut littéralement dire lui tirer dessus, avec lui au féminin. Tu m'as compris quoi. Et puis, dernier truc, si on part de la base, shutter, ça ressemble très bizarrement à to shut en anglais, qui veut dire fermer. En cherchant une traduction plus précise sur internet, je suis même tombé sur cette phrase qui m'a rappelé le film. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? En tout cas, shutter, ça a bien un rapport avec le domaine de la luminosité. Et en voyant Shutter Button, je me suis demandé si c'était pas un peu le but escompté, tu vois, réussir à faire tilter Andrew pour qu'il y voit enfin plus clair. On va pas tous les faire, mais il y a pas mal de détails qui valent le détour. L'idée c'est que tu les remarques toi aussi avant de revoir le film. « 2 minutes 56 et on voit ça. Ouais, un freeze frame ou arrêt sur image, une technique utilisée par Scorsese dans bon nombre de ses films. Placé à un moment clé, ce dernier met en relief une séquence en figeant son image. Au début du film, Scorsese s'en est servi pour montrer Andrew et sa femme, nous donnant ainsi une information cruciale. En sachant ça, on aurait pu imaginer que le nœud de l'intrigue s'orienterait sur Andrew et Dolores, et non Andrew versus l'hôpital. À 1 minute 35, on voit des menottes, dont une paire en plein milieu de la cabine. Est-ce que ce serait justement pas celles qui ont servi à emmener Andrew jusqu'ici? Difficile à dire car vu la quantité de paires de menottes, c'est sûrement un ferry dédié à l'acheminement des patients. En tout cas, à 8 minutes 12, plan caméra qui zoome sur les menottes d'un patient, et je me suis dit que c'était pas une coïncidence. Si on revient à 3 minutes 12, Chuck et Andrew parlent ensemble pour la première fois, enfin presque. Chuck aborde le sujet de la femme d'Andrew et ce dernier lui explique qu'elle est morte lors de l'incendie de leur immeuble. Si tu regardes bien, Chuck fait non avec sa tête et en faisant exprès de surinterpréter, on dirait qu'il apprécie pas cette théorie. Comme le docteur Sheehan c'est bien lui, il doit se dire qu'il y a du boulot pour ramener Andrew à la réalité. Au final, il y a pas mal de détails qui jouent pas en la faveur d'Andrew. À 3 minutes 15, il cherche ses clopes et il les trouve pas. Normal parce que c'est un patient. Un petit peu plus tard, quand ils arrivent sur l'île, les mecs de la sécurité sont très tendus. C'est parce que leur patient le plus dangereux est face à eux, habillé en Marshall. D'ailleurs, le costume ne faisant pas le super-héros, Chuck galère à sortir son revolver. Encore une preuve qu'il n'est tout simplement pas Marshall. À 5 minutes 15, ils organisent une battue, et là, ils font semblant de chercher Rachel, une patiente qui n'a ni disparu, ni existé. Et ici, Andrew dit reconnaître cette clôture, sûrement parce qu'il l'a vue tous les jours pendant 2 ans. Quand ils entrent pour la soi-disant première fois dans l'hôpital, on voit la femme qui fait flipper. Alors, elle a quand même quelques séquelles d'une personne violente. Les yeux rouges, plus de cheveux, des cicatrices assez badass, et pourtant elle paraît apaisée. C'est ce qui me fait penser que c'est une patiente lobotomisée, et donc vachement plus docile. Par la même occasion, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'elle dit chute à Andrew. Est-ce que c'est un chute en mode joue le jeu sinon tu vas finir comme moi, c'est-à-dire lobotomisé, ou alors est-ce que c'est un chute en mode je sais que tout ça c'est un roleplay pour toi, je sais qui tu es et je ne dirai rien. En continuant d'interpréter les détails de ce genre, au bout d'1 heure, on découvre le visage de Lady. Le criminel nous apparaît comme étant un homme aveugle d'un œil et balafré, ne serait-ce donc pas le vrai visage d'Andrew, un homme blessé et aveuglé par la douleur. À ce moment-là du film, Andrew répond au nom de Teddy et ce dernier essaie de retrouver Lady. Grosso modo, il est en quête de lui-même étant donné que Lady n'est nul autre que son nom de famille.
Si tu regardes bien ici, il a un pansement. En fait, il l'a quasiment tout le temps. Les seules fois où on le voit sans pansement, c'est sous la douche, dans certains flashbacks ou alors à la fin du film, une fois que le voile du mensonge est levé. De mon point de vue, le morceau de sparadrap symbolise sa maladie mentale, donc une fois qu'il est guéri, il n'y a plus de pansement. Faut qu'on parle des regards, le non-verbal en dit toujours beaucoup. À 10 minutes 38, le docteur Collet parle des anciennes méthodes pour traiter les patients, mais lorsqu'il mentionne la noyade, il surveille la réaction d'Andrew. On est d'accord que c'était pas le plus évident, mais ici ça ne trompe pas. À 17 minutes 27, Andrew interroge le personnel soignant de l'hôpital, qui paraît pas très à l'aise. En même temps, ça fait 2 ans qu'Andrew est leur patient le plus dangereux et maintenant, c'est lui qui pose des questions. En arrière-plan, on observera même Chuck parler de façon très amicale avec les employés d'Ashcliffe. À 36 minutes 53, Miss Kurtz parle du docteur Sheehan et ce, de manière très gratifiante. Ce dernier ne cachera même pas son sourire. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais derrière Miss Kurtz, il y a un gardien. Et derrière Andrew, il y a également un gardien, mais pas derrière Chuck. Je pense que t'as maintenant la réponse, Chuck est le seul mec sain d'esprit parmi ces 3 personnes. Je vais pas te cacher qu'à ce moment-là, je me suis demandé comment j'avais pu rater tout ça, et franchement, c'est pas terminé. À 50 minutes 12, quelqu'un parle de la loi des 4 comme si c'était un épisode Netflix. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé de quête de lui-même, rebelote. À 1h11, Andrew appelle George Noyce Ladies, et pas étonnant que ça le fasse marrer. Comme je te l'ai déjà dit, Ladies et Andrew sont la même personne. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le bâtiment C, c'est un vrai labyrinthe. Andrew s'y repère inconsciemment dedans parce qu'il le connaît déjà en tant que patient. À 1h35, tout le monde sort d'une salle de réunion, probablement après s'être fait briefer quant à leur rôle dans cette simulation. Celui-là, il est quand même balèze, Chuck n'est nul autre que son psychiatre référent, donc effectivement, Andrew est bel et bien arrivé seul sur l'île. À la fin du film, Andrew est lucide, et si tu fais bien attention, il ne se retourne pas quand Chuck l'appelle Teddy. À ce moment-là, il répond bien au nom d'Andrew. L'expérience est un succès. Au-delà de démontrer la fragilité d'un homme suite aux horreurs de la guerre, la réelle cible derrière tout ça ne serait-elle pas nous, spectateurs? Tout nous est livré sur un plateau, mais la morale de l'histoire, c'est qu'on est comme Andrew, constamment confronté à la réalité et on préfère croire en ce qui est le moins probable. Je me pose tout de même quelques questions, tu vois. Doit-on vouloir à Andrew? Certes, ce qui lui est arrivé est horrible et personne ne mérite ça, mais d'après ce qu'on sait, rien n'est arrivé par hasard. Au retour de la guerre, Andrew était visiblement dépendant de l'alcool. De par son addiction, il a fermé les yeux sur tous les red flags levés par sa femme, d'où cette immense culpabilité de n'avoir rien fait. Donc je reprends, doit-on vouloir à Andrew? Il préfère se faire lobotomiser afin de ne plus être conscient de la part de monstre qu'il habite. Une nouvelle fois, sa décision aura des répercussions relativement importantes sur son environnement, et cette fois-ci, je parle de la science. Le jeu de rôle qui a été mis en place dépasse Andrew. C'est une initiative à l'écoute des patients et ça change des habitudes de l'époque. Enfin, tant d'avoir une nouvelle fois régressé, d'être redevenu Teddy, les avancées de la science échouent et bien des patients vont se faire lobotomiser après lui.